Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes le président du parti Les Républicains, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Votre parti, dont la liste est conduite par François-Xavier Bellamy, est crédité de 14% d'intention de vote dans notre sondage ELAB. Vous avez assisté ce matin à l'hommage national qui a été rendu à nos soldats morts pour libérer des otages, morts pour la France. C'était un moment fort d'unité nationale dont on a tous besoin. Cette mission était-elle justifiée, comme l'a affirmé le président? Vous l'avez dit, c'était un moment d'unité républicaine. Et je n'ai pas l'intention de faire la moindre polémique là-dessus. Dans la cour des Invalides, quand on a vu les soldats du commando Hubert sortir, en portant ces deux cercueils, on mesurait à quel point il y avait entre eux des liens qui étaient extrêmement forts. Et je pense juste qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Ils sont morts pour une cause, qui est le combat contre l'islamisme. Et à l'heure où on parle, on a quasiment 5000 soldats français, qui sont les seuls, qui sont déployés au Sahel, qui font ce combat. Et pour moi, quand j'étais dans cette cour, comme j'y étais quand l'hommage a été rendu au colonel Beltrame, c'est le même combat. C'est le même combat au Sahel, c'est le même combat en France. Et il y a un lien qui unit le colonel Beltrame aux maîtres, aux 2 maîtres qui ont été sacrifiés aujourd'hui, dont le maître Bertoncello, qui est de ma région. Un mot justement sur ces 4500 hommes dans le Sud Sahel pour combattre les djihadistes. Il faut qu'ils restent, c'est important. Et est-ce que du coup, une idée d'armée européenne ne s'imposerait-elle pas, puisque à ce moment-là, on aurait besoin d'être plus nombreux dans ce combat? Et si vous me le permettez, c'est au contraire l'illustration qu'une armée européenne, ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, si jamais c'était une armée européenne, si pour intervenir au Sahel, il avait fallu avoir l'autorisation de la Suède, du Danemark, des pays de la Baltique, jamais ces pays n'auraient donné l'autorisation. Et donc nos soldats ne seraient pas là-bas. Si vous me demandez est-ce qu'on peut faire des coopérations plus ensemble, bien sûr. Si vous me demandez est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des fonds européens pour aider les vraies armées européennes, dont l'armée française, à avoir les moyens de son action, évidemment. Et si vous me dites est-ce que je suis prêt à ce que la sécurité de notre pays dépendent d'une unanimité avec 27 autour de la table, sans savoir qui commande, sûrement pas. Et au contraire... Mais ce serait aussi l'idée d'être plus nombreux, plus efficaces, plus forts. Mais vous savez, si vous êtes juste plus autour de la table, et qu'à l'arrivée on est incapable de décider, là, ces soldats, quand ils vous interpellent, ils ont besoin d'un chef, ils ont besoin d'une décision qui soit prise rapidement, ils ont besoin d'un cap qui soit clair. Et je suis convaincu que... Donc peut-être qu'il faut plus d'Europe pour être plus fort. Mais il ne faut pas se tromper. Il y a des moments où il y a besoin de plus d'Europe. Et on en parlera tout à l'heure. Ma liste porte clairement un choix favorable à plus d'Europe, mais mieux d'Europe surtout. Contrairement à parfois ce qui peut être porté par En Marche. Et juste ce que je veux dire par là, c'est attention. Dans ce débat sur les européennes, je vois bien la tentative qui existe parfois chez Emmanuel Macron ou En Marche de nous dire plus de fédéralisme, plus d'Europe partout. Non. Il y a des endroits où ça marche, et là, il en faut plus. Il y a des endroits où ça ne marche pas, et là, ça n'a pas de sens. Nos soldats, ils incarnent la voix de la France. Et aujourd'hui, en Europe, le seul pays qui est capable de porter et de défendre ce combat, cette lutte contre l'islamisme, ce sont nos soldats. Les soldats allemands ne s'engagent pas du tout. Ils apportent des fonds, de la logistique, ils interviennent. Vous l'avez parfaitement dit, oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Et ce n'est pas la même force de décision. Alors Emmanuel Macron, il a considéré que, je cite, comme président des Français, patriotes et français, il devait s'engager contre l'Europe telle qu'elle est conçue par Marine Le Pen, c'est-à-dire une Europe des nations, des nationalismes, qui veut, je cite, la déconstruction de l'Europe. Et il a rappelé la phrase de François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Est-ce que vous, comme patriote, comme français, vous considérez qu'il faut s'insurger contre cette Europe des nations que voudrait défendre Marine Le Pen, qui est, selon Emmanuel Macron, la déconstruction de l'Europe? Je voudrais bien juste qu'on se pose un instant sur les comportements et l'attitude d'une part d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen dans cette campagne. Et ce qui, à mon avis, génère aussi la dynamique que connaît en contrepartie notre liste, et j'y reviendrai. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron explique que son seul but dans cette campagne, c'est de battre Marine Le Pen. Marine Le Pen, de son côté, explique que son seul objectif, c'est de battre Emmanuel Macron. Mais ça n'est pas le 3e tour de la campagne présidentielle. On cherche à nous expliquer qu'il n'y aurait que 2 visions, qu'il n'y aurait que 2 bulletins de vote. Ça n'est pas vrai. Les Français ont le choix dans cette élection. C'est pas contrairement à d'autres fois où ils sont condamnés à éliminer. Là, ils ont le choix.
il y a une diversité de bulletins sur la table. Et pour moi, c'est très important. Ça veut dire, et je voudrais bien aller au bout de cette idée, ça veut dire que les Français peuvent choisir en fonction de leurs convictions, en fonction de ce qu'ils veulent. C'est pas soit tout blanc, soit tout noir. C'est pas soit l'Europe d'Emmanuel Macron, soit celle de Marine Le Pen. Ils peuvent choisir en fonction de ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui est blanc et qu'est-ce qui est noir? Au gré sans doute de celui qui vote. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous rendez compte à quel point c'est destructeur leur comportement à l'un et à l'autre? Vous vous rendez compte à quel point c'est destructeur et pour la démocratie, et pour la France, et pour l'Europe? Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Mais juste si on s'arrête un instant, Madame Loiseau débat donc demain avec Monsieur Bardella. Elle a refusé d'avoir un débat retransmis à la télévision contre notre tête de liste. Mais c'est plus un duel, c'est un duo dans lequel chacun se fait la courte échelle. La démocratie française mérite mieux. Laurent Wauquiez, quand même, en 2017, vous avez dit c'est pas comme en 2017 où là, en certaine façon, il fallait faire un choix. Bien sûr. Vous l'avez pas fait. Mais attendez, mais vous ne l'avez pas fait. Tout le monde s'en souvient. Vous n'avez pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, contrairement à d'autres amis à vous. Et donc... Madame Routel-Krief, pardon, j'aime bien que les choses elles soient précises et qu'il n'y ait pas de déformation. Je me trompe pas. Non. Dans cette élection du second tour de la présidentielle, qu'est-ce que j'ai dit? Vous ne votez pas pour Marine Le Pen. Je l'ai dit très clairement, répété, y compris sur votre plateau. Après, ça pouvait prendre certaines formes. Certains ont voté pour Emmanuel Macron, d'autres se sont abstenus, d'autres ont pu voter blanc. Mais ce que j'ai dit très clairement, vous ne votez pas pour Marine Le Pen. Et donc, juste, j'ai d'autant plus de crédit à venir sur votre plateau aujourd'hui, en disant, c'est pas la même chose. Ne vous laissez pas piéger. Ne soyons pas pris dans cette espèce de réédition qu'on cherche sans cesse à nous resservir en nous disant, ce serait maintenant le troisième tour de la présidentielle. Non. Et je voudrais qu'on rentre dans le détail. Parce donc que pas d'ambiguïté, c'est ce que vous dites quand même. Pas d'ambiguïté sur Marine Le Pen. Mais attendez, c'est juste, posons-nous clairement. Est-ce que je combats Marine Le Pen dans cette élection? C'est ça votre question? Mais évidemment. Et pourquoi? Parce que ce que propose Marine Le Pen, c'est une déconstruction de l'Europe. Vous utilisez les mêmes mots qu'Emmanuel Macron. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout, si vous me permettez. C'est une déconstruction de l'Europe. C'est, même si elle a changé les emballages et les marketing qu'elle utilise, une sortie de l'euro. Hier, j'étais à Calais. Il suffit de voir de l'autre côté de la Manche ce qui se passe pour comprendre que la sortie de l'Europe, la déconstruction de l'Europe, ce serait catastrophique pour notre pays, quand on voit le chaos au Royaume-Uni. Or, au Royaume-Uni, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est des gens qui ont écouté les mêmes discours que ceux de Marine Le Pen. C'est des gens qui ont suivi les mêmes sirènes et qui se retrouvent aujourd'hui en se réveillant tout d'un coup et en se disant mais c'est une catastrophe pour notre économie. Mais quand après, il y a quelque chose que je n'accepte pas dans cette élection, c'est pour autant les Français ne sont pas condamnés s'ils ne veulent pas de Marine Le Pen à ne prendre que Emmanuel Macron et que l'Europe d'Emmanuel Macron. Prenons des exemples simples de ce qu'est notre différence profonde de vision. Je vais y venir dans un instant, parce que je veux juste quand même que vous tirez les conséquences de ce que vous dites. Est-ce que, du coup, ce qui se présente parfois, ou en tout cas est présenté comme une forme de référendum anti-Macron, est-ce que dans ces cas-là, s'il perdait, puisqu'il voudrait être premier, est-ce qu'il faudrait qu'il parte, comme l'a dit Marine Le Pen? Mais ça n'a évidemment pas de sens, et c'est dans le prolongement de toutes ces caricatures qui caractérisent trop souvent Marine Le Pen, et qui d'ailleurs ont beaucoup écœuré les Français dans le débat du second tour. Bien sûr que non. En revanche, il y a quelque chose qui compte. La question, c'est pas de savoir qui sera devant ou qui sera derrière. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a suffisamment de Français qui s'expriment à l'occasion de ce scrutin pour dire quoi? Ce qui a été fait depuis 2 ans ne nous convient pas. Et on demande qu'il y ait des changements. Et c'est un référendum anti-Macron alors ça, pour vous? Mais ça ne signifie pas un référendum anti-Macron, ça veut juste dire s'exprimer, c'est quand même la démocratie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Il y a 2 ans, les Français ont fait confiance à Emmanuel Macron. Et il y a des gens de droite qui ont fait confiance à Emmanuel Macron. Et 2 ans après, qu'est-ce qu'ils constatent? Que toute une partie du travail n'a pas été fait, ne correspond pas à ce qu'étaient leurs attentes. J'y reviendrai. Et que, y compris dans ce qui est porté pour le projet européen, parce que pour moi c'est ça l'essentiel de cette élection, ne correspond pas aux attentes de la droite et du centre. Alors je vous propose d'y revenir vraiment dans un instant. Madame Routel-Krief, je voudrais juste aller jusqu'au bout de cette idée. Ça signifie quoi? Ça signifie que je m'adresse à ces électeurs de la droite et du centre. Et je leur dis dans cette élection, vous êtes libres. Exprimez-vous par rapport à vos convictions, par rapport à ce qu'est votre vision de la France et de l'Europe. Vous n'êtes pas condamnés là, juste parce qu'il faut éliminer Marine Le Pen, à voter malgré vous pour Emmanuel Macron. Exprimez-vous, exercez votre liberté.
La bataille, elle a commencé, on l'a bien compris, et j'allais y venir tranquillement sur ce que Édouard Philippe appelle la droite du Trocadéro et ce que vous répondez. On y vient, ne vous inquiétez pas. Je veux juste quand même revenir sur le score auquel vous êtes aujourd'hui, puisque vous êtes troisième. Vous me permettez un élément? Non, mais attendez, je voudrais suivre mon plan. S'il vous plaît, c'est comme ça. Je vous en prie, allez-y. Alors, votre score, oui. Vous êtes troisième, 14%. Et c'est vrai qu'il y a eu une dynamique. On a dit François-Xavier Bellamy a séduit les électeurs de François Fillon qui parfois allaient vers Emmanuel Macron et qui sont revenus au bercail. Sauf que François Fillon, il avait fait 20% en 2017 et que l'UMP aux européennes de 2014 faisait 20,7%. Et aussi que la dynamique, à cette heure-ci, on est à 15 jours des élections, mais à cette heure-ci, la dynamique semble stagner, semble s'arrêter. Est-ce que vous y voyez justement un problème? Parce que c'est vrai que vous êtes passé, alors il y avait un seul sondage qui vous donnait à 8, d'autres à 12-13, vous êtes à 14, à peu près. Mais ça ne va pas plus loin pour le moment. Madame Hôtel-Crève, et vous l'avez dit vous-même, on est la seule liste qui, dans cette élection, a vraiment bouleversé les lignes. Et qui, avec des sondages qui nous donnaient à 8, 9, 10, aujourd'hui on est entre 13 et 15. Et je suis convaincu que les choses vont encore bouger. Parce que malgré tout, si on est lucide, tout a été fait pour asphyxier cette campagne européenne et qu'il n'y ait pas de débat. Y compris d'ailleurs parfois avec beaucoup d'arrière-pensée de la part du pouvoir et du président de la République. Ce qui me surprend, un président de la République qui se disait si européen et qui a tout fait pour qu'il y ait très peu de débats européens. Mais je laisse ça de côté. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a beaucoup de Français, de plus en plus de Français, qui, comme je vous le disais, refusent que cette élection soit transformée en troisième tour de la présidentielle. Et je voudrais qu'on s'attarde un moment, au-delà de la question de la droite, juste sur la vision de l'Europe. Je vous l'ai dit, nous sommes clairement pour l'Europe. Mais être pour l'Europe, il y a une vision très différente de l'Europe qui est portée par Emmanuel Macron. Et je voudrais vous en donner quelques exemples. Emmanuel Macron propose que l'Europe continue l'élargissement. Il l'a dit à Trieste. Alors, il l'a dit à Trieste. Excusez-moi, mais à votre place, Nathalie Loiseau, il y a une semaine, a précisé qu'elle était contre l'élargissement de toutes les façons possibles et imaginables. Et elle a répété très clairement. Madame, on aurait pu repasser le passage, je suis désolée. S'il vous plaît. Mais non, mais... Je comprends qu'il y ait toutes les hypocrisies, mais enfin, repasser les passages du président de la République à Bucarest. Est-ce que c'est vrai ou non? Le président de la République a dit qu'il fallait que la Roumanie et la Bulgarie intègrent le plus vite possible l'espace Schengen. Est-ce que c'est vrai ou non? En tout cas... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. 2, à Trieste, le président de la République a dit qu'il souhaitait l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans. Elle a dit non sur ce plateau, donc voilà. Bon. Ce sera intéressant. À l'Albanie, aux Balkans, etc. Parce que demain, non. vous pourrez confronter. Oui. C'est le président de la République lui-même qui l'a dit. Quel double discours. Comment peut-on mentir à ce point-là? Dernier élément. La France a accepté que les négociations avec l'Albanie, et c'est très important que ceux qui nous écoutent l'entendent, s'ouvrent en juin. Mais elle a dit non. Elle a dit qu'elle le refusait. Bon, on vérifiera, mais j'entends très bien. Non. J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant dessus. Le sujet n'est pas qu'elle a refusé. Le sujet, c'est que ça y est, c'est prévu. La France le refuse, si vous voulez. Mais alors, je vais poser une question simple. Est-ce que le président de la République s'engage à opposer son veto, comme il peut le faire, à l'ouverture des négociations de l'Albanie dans l'Union européenne? Nous, vous m'interrogez sur ma position? Elle est très claire. Et c'est la même pour moi comme pour François-Xavier Bellamy. Il n'y a pas de double discours. Notre liste est totalement contre l'élargissement. C'est un premier élément de différence. Vous savez ce que vous répond Nathalie Loiseau dans ces cas-là. Et La République En Marche, c'est quand vous étiez secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous aviez permis et fait en sorte que l'élargissement se poursuive et se développe. Mais ce dont on parle, c'est une époque qui remonte à 10 ans en arrière. D'accord. Comment ne pas comprendre à quel point les choses ont changé? Comment ne pas voir à quel point l'élargissement est un échec? Vous dites j'ai changé, donc oui. Mais on dit juste, c'est pas ça. On dit qu'on voit clairement aujourd'hui que l'élargissement a mené l'Europe dans une impasse. Trop de pays, trop différents. Notre liste, elle est d'une clarté totale dessus. Un deuxième exemple. Une des questions, c'est de savoir est-ce qu'on veut avoir une Europe qui devient multiculturelle, communautaire, dans lequel, au fond, on oublie qui on est et ce qu'est notre identité. Je pense que c'est également une question très importante dans cette élection. La tête de liste En Marche, Madame Loiseau, a expliqué très clairement, elle a même écrit un livre, dans lequel elle dit « Pour moi, il n'y a pas de différence de nature entre le voile islamique et le fichu que pouvaient porter nos grands-mères dans les églises. » Il n'y a rien dans leur campagne qui défend ce qu'est notre identité, notre culture.
Nous nous demandons que précisément notre histoire soit défendue, que les racines chrétiennes soient inscrites dans les traités européens, que l'on puisse avoir un budget qui soit consacré à la défense du patrimoine européen, que sur nos billets d'euros, parce que c'est un symbole, on mette les grandes figures de notre histoire, de notre culture. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que quand on oublie qui on est, l'espace qu'on libère, il est occupé par l'islamisme. Et je suis convaincu qu'il faut qu'on retrouve cette fierté de notre culture. Alors c'est vrai que dans votre programme, vous faites l'Europe puissance, l'Europe force, l'Europe civilisation, et vous évoquez toutes ces questions. Donc voilà, vous voulez me dire, finalement, ces électeurs de François Fillon qui étaient allés un peu chez Emmanuel Macron, revenaient au bercail et continuaient à revenir. Il y a eu un meeting il y a quelques jours où Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, s'est exprimé. On va l'écouter ensemble, vous allez lui répondre. Et puis ensuite Édouard Philippe aussi, qui a justifié aussi que lui ne se sent pas ailleurs. Et Édouard Philippe, je ne me sens pas comme un étranger. J'habite d'ailleurs toujours la même adresse. C'est rue Juppé, à droite sur l'avenue Europe, dans le prolongement des grands boulevards, Pompidou, Giscard, Chirac et Sarkozy. Il y en a qui changent d'idée pour rester dans le même parti. Et il y en a qui changent de parti pour rester fidèles à leurs idées. C'est Churchill qui disait ça, c'est pas moi. Il se trouve que lui a changé de parti 2 fois. Nous sommes dans un moment où des gens qui ont des passés politiques différents ont considéré qu'ils pouvaient travailler ensemble. La belle affaire. Ce qui me semble extraordinaire, c'est qu'il faille se justifier. Alors voilà, eux ils disent, à La République En Marche, on est à la maison. On est à la maison parce que c'est la rue Juppé, l'avenue de l'Europe, le prolongement des grands boulevards Pompidou, etc. C'est-à-dire c'est l'Europe telle qu'ils l'ont toujours défendue, aux côtés de Jacques Chirac, aux côtés d'Alain Juppé. Et vous, du coup, c'est pas la même Europe, c'est ce qu'ils disent. Juste un petit point là-dessus, sur les propos récents du Premier ministre. D'abord Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même une figure. C'est quand même une figure de la droite. C'est quand même l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Vous le savez, je me suis employé dans cette campagne à bâtir une nouvelle droite. Une nouvelle droite qui tire les leçons de ses erreurs. Et surtout une droite qui est rassemblée. Aujourd'hui, on a beaucoup d'élus qui avaient pris un moment des distances avec nous, qui sont revenus. Plusieurs maires de grandes villes. Le maire de Nice, le maire de Toulouse, ce qui n'était attendu par personne. Eux, c'est la nouvelle génération. Eux, c'est cette génération de terrain qui m'intéresse. Qu'il y ait quelques parcours personnels, à l'image de ce que vous pouvez m'exhumer de Jean-Pierre Raffarin. Mais pourquoi ne mettez-vous pas Christian Estrosi? Oui. Pourquoi ne mettez-vous pas... Regardez, vous voyez que c'est prêt? Merci. On l'a dit très régulièrement. Et donc, c'est cette dynamique qu'on a réussi à faire. Et dans cette campagne, ce qui est intéressant, parce que personne n'y croyait, on a réussi à rassembler la droite. On a réussi à reconstruire. Pas toute la droite, puisqu'il y a une partie de la droite qui est là-bas quand même. Bien sûr, mais regardez la différence de ton. Il y a 2 ans, vous m'interrogez sur ceux qui quittaient. Aujourd'hui, on constate ensemble ceux qui reviennent. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais. Il y a des gens qui, honnêtement, sincèrement, ont été séduits au début par ce que pouvait faire Emmanuel Macron. Et 2 ans après, ils se disent, mais non, c'est pas ce que j'attends pour une politique de droite. Pourquoi? Vous me dites, c'est la droite ce qu'ils font. Mais non, ça n'a rien de droite ce qu'ils font. Ah bon? Édouard Philippe est contre... je voudrais bien l'expliquer. Édouard Philippe a dit qu'il était contre la droite du Trocadéro. Mais il est contre la droite tout court, parce que lui n'a plus rien de droite, parce que la politique qu'il mène n'est pas une politique de droite. On n'est pas de droite. C'est pas ce que pense la gauche, hein. On n'est pas de droite quand on ne baisse pas la dépense publique. On n'est pas de droite quand on ne fait rien sur la question de l'islamisme. On n'est pas de droite quand on est le gouvernement depuis 2 ans qui a délivré le plus de titres de séjour pour l'immigration dans ce pays. On n'est pas de droite quand, au bout de tant de week-ends, on n'arrive pas à ramener l'ordre et que celui qui incarne cette politique est M. Castaner. Laurent Wauquiez, est-ce qu'on est de droite quand on supprime l'USF, quand on fait une réforme sur la fonction publique, quand on annonce une baisse d'impôt sur le revenu de 5 milliards? Certains diront oui. Mais posons-nous 2 secondes dessus. Elle est financée, cette réforme de l'impôt sur le revenu? Elle est payée comment? Comment est-elle payée? Comment est-elle payée? Elle est payée à travers des augmentations d'impôts sur les entreprises. Revenir sur les crédits d'impôt des entreprises. Vous m'interrogez? C'est clairement pas ma politique. Moi, je considère qu'avant de répartir de la richesse, il faut la créer. Je considère que ceux qu'il faut aider sont nos entrepreneurs, les professions libérales, nos commerçants, nos artisans. Ce que ne fait pas le gouvernement, qui maintenant est en train de nous dire « je donne d'une main, je reprends de l'autre ». Non, ça n'est pas de droite. Alors, mais, Laurent Wauquiez. Un autre point, et ensuite on pourra avancer. La question des retraités. Justement, ils reviennent pas vraiment vers vous. Mais
Dans toutes les études d'opinion, on voit qu'il reste quand même Mais c'est pour ça que c'est important. assez séduit par Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que c'est important de s'adresser à eux. Et de leur dire, dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, le président de la République a pris 8 milliards d'euros sur le dos des retraités. Et il ne le rendra pas avec les mesures qui ont été annoncées, puisqu'elles ne compenseront qu'une toute petite partie de ce qui a été prévu. Et donc, vous m'interrogez? Oui, clairement, pour moi, ce n'est pas une politique de droite. Et je ne suis pas dans une opposition sectaire. À chaque fois que les mesures allaient dans le bon sens, on les a soutenues. Il y a des mesures qui, parfois, ponctuellement, ont été dans le sens de ce que j'attends d'une politique de la droite et du centre. Et à chaque fois, on l'a soutenue. Mais quand je prends un peu de recul, et que je regarde et que je m'interroge au bout de 2 ans, est-ce que ça correspond à ce que j'attends pour le pays par rapport aux valeurs qui sont les miennes? Non. Laurent Wauquiez, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-dessus. Néanmoins, vous ferez des alliances ou est-ce qu'il y aura des situations dans lesquelles il peut y avoir des coalitions avec les députés européens de la République En Marche? Je pense à une chose. Michel Barnier, dans le journal du dimanche, a dit qu'il faudra avoir du courage, de la force, celle d'une coalition de projets réunissant plusieurs groupes. Il ne s'agira plus de s'opposer. Est-ce que, par exemple, vous soutiendrez, avec la République En Marche, si la République En Marche le fait, la candidature de Michel Barnier à la Commission européenne? D'abord, la première chose sur laquelle je voudrais qu'on puisse revenir. Le seul vote utile pour l'influence de la France au Parlement européen, c'est le vote des républicains et des centristes. Pourquoi ? Parce que ce que propose Emmanuel Macron, c'est de créer un tout petit groupe, à part, dans lequel d'ailleurs, et vous me permettrez de le relever, il a d'ores et déjà annoncé qu'il le ferait avec des socialistes au niveau européen. Ce qui confirme ce que je vous disais, c'est pas une politique les libéraux, qui correspond... c'est globalement les libéraux. Il y a globalement des libéraux, les démocrates italiens, les libéraux allemands, les libéraux anglais. Non. Leur directeur de campagne lui-même a dit que dans le groupe siégeraient des socialistes. Mais je voudrais juste qu'on aille ensemble jusqu'au bout. Oui, vous allez me dire que c'est au PPE, le Parti populaire européen, qui est notamment, dans lequel il y a notamment le Parti conservateur allemand. Mais ça veut dire que vous êtes d'accord avec Annegret Kramp-Karrenbauer AKK, la présidente du Parti conservateur, qui souhaite que l'UE ait un siège permanent au Conseil de sécurité et qui souhaite plus que Strasbourg, par exemple, soit le siège du Parlement européen? D'abord, parce que c'est bien qu'on se pose 2 secondes. Premier élément qui est important pour ceux qui nous écoutent, quand on vote pour la liste En Marche, le danger, c'est que les députés français soient relégués en seconde division, dans un petit groupe où ils ne pourront pas peser. Quand on vote pour la liste des Républicains de l'Union de la droite et du centre, on vote pour que les Français soient dans le groupe le plus influent au Parlement européen. C'est déjà une différence essentielle. Deuxièmement, après, le but, c'est que précisément la France ait le maximum de poids à l'intérieur du PPE. Est-ce que je suis d'accord avec tout sur la CDU? Non. Est-ce que je suis d'accord pour que l'Europe ait un siège au Conseil de sécurité? Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire le siège de la France. Est-ce qu'en revanche, je suis d'accord pour qu'on enlève le Parlement de Strasbourg? Évidemment que non. J'ai été un des plus véhéments à réagir dessus, et nous l'avons fait avec tous nos parlementaires. Vous m'avez pas répondu sur Michel Barnier. Et Michel Barnier, j'ai travaillé avec lui depuis des années. Michel Barnier a dit qu'il soutenait notre liste des Républicains. Qu'est-ce que Michel Barnier a dit? Ce qu'il a dit, c'est qu'au niveau européen... Juste une réponse, oui ou non? Michel Barnier a dit qu'au niveau européen, il fallait travailler ensemble. Il a raison. Un mot pour revenir à la construction de la droite en général. Est-ce que vous attendez un soutien de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy est notre ancien président de la République. Il est adhérent de notre famille politique. Et très souvent, j'échange avec lui et de façon extrêmement régulière. Après, c'est un ancien président de la République. Et donc, cette décision, c'est évidemment la sienne. Mais vous le souhaitez ou pas? Vous l'appelez à le faire? Mais j'ai toujours souhaité, j'ai toujours travaillé avec lui, je prends toujours des conseils. C'est toujours quelqu'un qui, moi, m'a beaucoup guidé. J'ai été ministre dans son gouvernement et j'en suis fier. Et donc, bien évidemment que je ne renie rien de ça. C'est toute une partie de notre histoire à laquelle je suis attaché. Et dans la droite du Trocadéro, qu'a vilipendé Édouard Philippe, c'est celle qui a soutenu Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, le premier rassemblement au Trocadéro fait par la droite, c'était Nicolas Sarkozy qui l'avait fait. Oui. Alors, Laurent Wauquiez, le score de François-Xavier Bellamy, vous voulez qu'il soit interprété comme votre résultat personnel, que ce soit un succès ou un échec? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Moi, je vous le dis parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais il n'est pas mauvais, François-Xavier Bellamy. Peut-être qu'il fait de l'ombre à Laurent Wauquiez. Puis il a une façon de faire de la politique avec une forme de bienveillance, de calme. Ça change. » Vous entendez tout ça? Vous savez ce que je crois? C'est que ma responsabilité, c'est de faire émerger les talents. Et je suis extrêmement heureux que François-Xavier ait donné ce dynamisme à notre liste. Vous le savez, je me suis battu pour que ce soit lui.
et souvent contre bien des voix à l'intérieur de mon parti qui au début doutaient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne crois pas à ce que fait en revanche Emmanuel Macron, consistant à faire le désert autour de lui, consistant à ne pas promouvoir les meilleurs. Le résultat, c'est qu'alors qu'il est président de la République, il en est réduit à faire la campagne des européennes à la place de sa tête de liste qui a si peu de charisme. Eh bien moi, je suis très heureux qu'on fasse monter des nouveaux talents. Tant mieux. Ça, c'est ma responsabilité. C'est comme ça que je conçois mon travail. Et comment vous réagissez quand vous entendez il peut lui faire de l'ombre? Mais tant mieux si jamais en politique, vous n'aimez pas les gens qui vous font de l'ombre, il faut aller faire autre chose. Mais plus que de l'ombre, on travaille ensemble. Et de ce point de vue, je suis tellement content parce qu'il y a 2 mois, la question qu'on me posait, mais vous êtes fou d'avoir mis François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez a fait ce choix tout seul. En fonction du score à l'arrivée, si vous restez à 14, si vous êtes plus haut ou plus bas, est-ce que vous allez proposer de nouvelles choses à l'intérieur des Républicains? J'ai entendu que peut-être vous proposeriez, pour renforcer votre pouvoir, de supprimer l'existence de primaires à l'intérieur dans les statuts. On a si peu débattu des européennes dans cette période. Et vous voudriez déjà que je me projette après le 26 mai. C'est une élection importante, je vous l'ai dit. Alors dans ces cas-là, je me bats pour faire en sorte que les Français ne soient pas réduits à ce 3e tour de la présidentielle. J'ai compris. Alors, qu'est-ce que vous répondez à M. Raffarin? Vous me posez la question quand même à nouveau, Madame Moncalfier. Vous répondez quoi à M. Raffarin qui veut, lui, faire un épiné de la droite et du centre sans vous? Mais il est tout seul. Demain, on sera tous ensemble. Gérard Larcher, Christian Jacob, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, toute notre liste. Autour de vous? Avec vous, vous êtes sûr? Pas autour de moi. Autour des convictions qu'on porte. Et c'est nettement plus important. Et je me permets de le redire. Tous ceux qui veulent la reconstruction des convictions de la droite et du centre, il y a une seule liste qui le porte dans cette campagne, c'est la liste des Républicains. C'est une liste qui fait l'union de la droite et du centre et qui a contribué à reconstruire une famille politique qui était en tel lambeau il y a 2 ans. Eh bien, ça me fait plaisir de constater que les questions en 2 ans ont complètement changé et que maintenant on a une dynamique. Et ça, c'est pour moi sans doute aussi la reconnaissance. Si c'est à 14 jusqu'au bout, la dynamique, ce sera un peu stoppée, enrayée. Mais c'est une étape. Et c'est une étape. Et cette étape, elle est destinée à quoi? Redonner aux Français le choix. Qui ne peut pas comprendre que laisser la démocratie française dans cette alternative mortifère où soit c'est les extrêmes, soit c'est un président de la République qui a déçu, personne ne peut souhaiter ça comme avenir à la démocratie, ni vous, ni moi, ni ceux qui nous écoutent. Merci Laurent Wauquiez, merci d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous dans un instant, on va se retrouver et effectivement je vous confirme que demain ce sera le débat entre Jordan Bardella et Nathalie Loiseau sur ce plateau. Restez avec nous.